Au-delà de la guerre, ce qui fait de Kingdom un excellent manga, c'est ses personnages. Chacun contribue à sa façon à rendre ce manga grandiose, et personnellement je pense que l'apport de Kanki dans ce manga est l'un des plus importants. Confiant, arrogant, audacieux, impitoyable, mystérieux, charismatique, tous ces traits de caractère sont retranscrits dans son chara design qui est absolument exceptionnel. Kanki n'a peur de rien, il n'a aucune limite, ce qui fait qu'il est autant détesté par ses ennemis que par ses alliés. Alors certains l'aiment, d'autres le détestent, mais une chose est sûre, Kingdom ne serait pas aussi excellent sans lui. Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de ma série Focus, dans laquelle je traite plus en profondeur l'un des personnages du manga. Dans le numéro précédent, nous avions parlé du chef des 6 grands généraux de Kin, Hakuki. Aujourd'hui, c'est au tour de Kanki et cette vidéo sera divisée en 3 parties. Tout d'abord, on va revenir sur qui est Kanki, on va faire une présentation rapide du personnage. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi Kanki est l'un des meilleurs personnages du manga et enfin on va tenter de comprendre quelle est cette fameuse faiblesse dont Riboku nous parle. Alors attention, pour pouvoir dresser le portrait le plus complet possible, je vais utiliser toutes les informations que j'ai à ma disposition. Il faut donc être absolument à jour pour regarder cette vidéo. Allez, c'est parti. Dès son introduction dans l'œuvre, Kanki est défini comme un monstre et ça dans les deux sens du terme. Un monstre tout d'abord à cause de ses actes de barbarie. On dit de lui qu'il est très cruel, sadique à tel point qu'il décapitait lui-même ceux qui auraient eu le malheur de survivre à ses raids. Et face à Kanki, il vaut mieux être mort plutôt qu'être son prisonnier, ou sinon tu finiras soit brûlé vif, soit décapité, soit recyclé dans une œuvre d'art assez lugubre. Kanki était le chef d'un groupe de bandits installé dans les montagnes au sud de Kin. Le pouvoir central a envoyé plusieurs armées pour essayer de l'arrêter, mais aucune d'elles n'a réussi à le vaincre, et pour cause, Kanki se bat d'une manière inhabituelle. Il utilise des stratégies peu conventionnelles. Et c'est parfaitement logique, face à des armées bien plus nombreuses que la sienne, il a dû imaginer des nouvelles façons de se battre pour pouvoir leur tenir tête. En fait, il va mettre en place une véritable guérilla. Au lieu d'attaquer frontalement l'ennemi, qui serait synonyme de défaite, Kanki va faire tout l'inverse, il va éviter la confrontation jusqu'à complètement disparaître. En tant que bandit des montagnes, il va pleinement exploiter la topographie du terrain pour forcer l'ennemi à se disperser pour élargir leur zone de recherche. Et une fois qu'ils se divisent en groupes, Kanki va chercher à les épuiser physiquement et psychologiquement. Et pour ça, il va s'y prendre de deux manières. Il va tout d'abord multiplier les embuscades, de jour comme de nuit. Hop on attaque et hop on disparaît aussitôt. L'adversaire se sent ainsi en danger à chaque instant, il ne dort plus, il est constamment sur ses gardes. Ensuite, on va utiliser une autre arme, la peur. Bien que sadique, Kanki utilise également les massacres comme un moyen d'exercer une pression psychologique sur ses adversaires. Il utilise sa cruauté comme d'un instrument pour se montrer plus fort qu'il ne l'est réellement. Et en combinant ces deux tactiques, Kanki fatigue son adversaire. Et une fois que son moral et sa combativité sont au plus bas, il se jette sur eux pour les anéantir. La réputation de Mogu a souffert d'avoir eu dans ses rangs un général comme Kanki qui commet des massacres. Mais le truc c'est que ses exploits militaires compensent ses crimes et Sei va arriver à la même conclusion que Mogu. Oui, Kanki mérite de mourir, mais Sei a besoin de lui pour réaliser son rêve. On peut le détester autant qu'on veut, mais son talent pour la guerre le rend indispensable. Il a débloqué le front à Zao en massacrant l'armée de Koshu, en ayant avec lui seulement 80 000 hommes contre 240 000. On l'avait déjà vu aussi à la bataille de Kokuyu, où Ten disait que grâce à lui, Kin a eu moitié moins de pertes que si ça avait été un général autre que Kanki. Ce qui est vraiment fort avec lui, c'est que contrairement aux autres stratèges, Kanki n'a reçu aucune formation sur l'art de la guerre ou de la stratégie. Il apprend tout seul au fil des batailles. Shoei-kun par exemple a eu pour professeur Koshou, le cerveau qui était derrière les 6 grands généraux de Kin. Usen c'est pareil, en tant qu'héritier de l'un des plus puissants clans de Kin, il a reçu une éducation militaire et stratégique dès son plus jeune âge. Dans la bataille contre Koshu, il faudra 14 jours à Usen pour comprendre la stratégie imaginée par Kanki. Et justement, il va la comprendre parce que durant son éducation militaire, il a entendu parler de ce stratège de Chi, Sunbin, qui avait utilisé une stratégie similaire quelques décennies auparavant. Mais Kanki lui n'a aucune idée de qui est Sunbin. Il est arrivé sur le champ de bataille, il a regardé les paramètres, la topographie du terrain, le nombre de soldats ennemis et il se dit ok, j'ai une idée en tête, on va la tester. Ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi Kanki se bat? Pourquoi Kanki fait la guerre pour Kin? Est-ce qu'il le fait par patriotisme? Sûrement pas. Il le dit lui-même qu'il en a rien à foutre de Kin. Est-ce qu'il le fait pour l'argent et la gloire? Ça n'a pas l'air de l'intéresser non plus. Alors pourquoi? Et c'est le général Shutu qui va nous donner la réponse. Kanki est accro à la sensation de gagner grâce à son ingéniosité. Et cette phrase est très intéressante. La simple victoire, il s'en fout. Il veut qu'on gagne grâce à lui, grâce à son intelligence. C'est quand il gagne par ses propres moyens qu'il prend le plus de plaisir. Le champ de bataille devient un terrain de jeu pour lui. C'est son plaisir personnel. Et quoi de mieux pour Kanki que Kin
Kin dans ce contexte de réunification pour tester son ingéniosité sur le champ de bataille. La guerre est un jeu pour lui, par contre elle n'est amusante tant qu'elle ne touche pas à ses proches. Contre Khoshu, on va découvrir une nouvelle facette du personnage. On va découvrir un Kanki qui se préoccupe des gens qu'il considère comme sa famille. En pleine bataille, il envoie Ojiko pour dire à Raido de faire attention, de ne pas prendre trop de risques. Et quand il découvre dans ce fameux coffre les restes de son compagnon, il entre dans une colère noire. Une terrible pulsion meurtrière va prendre le dessus. Et la suite, vous la connaissez, 100 000 prisonniers vont être décapités. Et cet incident est très important parce qu'on en découvre encore un peu plus sur Kanki. Les massacres qu'il commet ne sont plus seulement le fruit de son sadisme, mais d'un problème psychologique plus grand encore. Après le massacre, Naki cherche à le rencontrer. Il dit qu'il veut voir dans quel état il est. Ce à quoi Maron répondra que ce que nous venons de voir, il s'agit en fait de sa vraie nature, que l'espace d'un instant, le Kanki décapiteur a repris le contrôle. Avec cet incident, on se rappelle que derrière ce sourire, il se cache en réalité un homme avec une rage si intense qu'elle pourrait faire fondre des rochers. Plus on en découvre sur le personnage, plus le mystère autour de lui s'élargit et plus notre envie de découvrir son passé s'accentue. Ara, donne-nous ce putain de flashback, donne-nous les clés pour comprendre ce personnage. D'où viennent ces démons? Qui est-il vraiment? En tout cas, je pense que c'est le clan Saki qui nous apportera une partie des réponses. Après le massacre, on retrouve Kanki dans un lit avec une femme. Rien d'étonnant jusque là, sauf que cette femme n'est pas n'importe qui, elle fait partie du clan Saki. Pourquoi elle et pas une autre? Pour moi, cette femme n'était pas là uniquement pour satisfaire les besoins de Kanki. Elle était là pour le calmer, pour le soutenir psychologiquement au moment où il en avait le plus besoin. Et je pense que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Naki se demandait pourquoi il n'y avait pas dans les officiers de Kanki un membre du clan Saki. Pour moi, la réponse est simple. Il y a bien un membre du clan dans les hauts gradés. Et ce membre, c'est Kanki lui-même. Oui, je pense que le clan Saki est le vrai clan de Kanki. Et vu les tarés qu'ils sont, ça ne m'étonnerait pas que ce soit eux qui lui ont inculqué ce goût de la torture et du massacre. D'ailleurs, Naki va enfin pouvoir parler à Kanki juste avant la bataille de Gyan, et il remarquera que la garde rapprochée de Kanki, c'est encore quelqu'un de ce clan. Il ne fait plus de doute qu'il existe un lien étroit entre Kanki et le clan Saki. Pourquoi Kanki est un excellent personnage? Kanki est très certainement l'un de mes personnages préférés, tout manga confondu, et je trouve que le travail d'écriture derrière ce personnage est absolument monstrueux. Tout d'abord, pour moi, Kanki est celui qui incarne le mieux la notion de liberté dans le manga. C'est même plus que ça, c'est une liberté absolue, où il s'affranchit d'absolument tout, des règles comme des mœurs, une liberté sans aucune limite. Et c'est pour ça qu'il est aussi dangereux. Kanki est le personnage le plus libre, et ça à tous les niveaux. Dans son passé de bandit, il faisait tout ce qui lui passait par la tête et personne n'a été capable de l'arrêter. Il était littéralement au-dessus des lois. Avec ses massacres, on voit qu'il s'affranchit aussi de toute règle éthique et morale. Cette liberté extrême se retrouve également dans son armée. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est simple, quand Kanki a envie de faire ou de dire quelque chose, il le fait. Même face à Sei, même face à l'homme le plus puissant du monde, il n'hésiterait pas à lui dire ce qu'il pense de lui. Et cette liberté se retrouve également dans sa façon de se battre, en totale opposition avec la guerre classique. Alors ça, c'est complètement subjectif, mais je trouve que la façon dont se bat Kanki est aussi la plus divertissante du manga. Tous les généraux du manga ont leur propre manière de faire la guerre, mais celle de Kanki nous permet de vivre des moments absolument légendaires. On le voit en mode d'infiltration dans le QG ennemi, on le voit se balader tranquillement au pied de la porte de Konkoku dans un océan d'ennemis. Quand Kanki se bat, tu sais qu'il va faire quelque chose de spectaculaire pour arracher la victoire. Kanki, c'est aussi le personnage des oppositions. Il a à la fois un puissant pouvoir d'attraction et un pouvoir de rejet. Tu sais pas sur quel pied danser avec lui. Lors de sa première rencontre avec lui, Shin a dégainé instinctivement son épée. Kanki dégage naturellement quelque chose qui te met mal à l'aise. C'est très difficile de l'accepter en tant qu'allié. Et pourtant, il dégage aussi un très grand charisme. Certes, il a soumis par la force des clans de tarés comme le clan Zenu, mais s'il continue à le suivre aujourd'hui, c'est parce que tout comme Shin, il donne envie aux autres de se battre pour lui. Même le général Shutu, qui pourtant déteste Kanki, lui demandera de devenir le général numéro 1 de Kin. Il a très clairement le haki des rois. Kanki est un personnage vraiment fascinant dans son écriture. On le voit toujours très sûr de lui, il a toujours son sourire narquois, il prend pas la guerre au sérieux. Pour lui, c'est un jeu. Il est là parce qu'il y prend du plaisir. Il te met Ojiko commandant de 1000 hommes juste parce que ça le fait délirer. En fait, c'est le personnage qui aborde le plus la guerre avec légèreté. Et pourtant, et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est lui aussi qui va te montrer le visage le plus sombre de la
guerre avec son lot de pillages, de viols et de massacres. Et c'est cette ambivalence qui fait qu'à la fois tu adores et tu détestes ce personnage. Son écriture est tellement fou et ce tweet illustre parfaitement cette idée. Kanki c'est mon personnage préféré, mais j'ai juste une envie, c'est qu'il crève. Kanki est un monument à lui tout seul et je le dis clairement, sans ces massacres, Kingdom ne serait pas aussi excellent. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que ces massacres remettent bien les choses à leur place. On est dans une guerre de conquête, c'est bien Qin l'envahisseur et donc dans un certain sens, c'est eux les méchants. Ça on pourrait presque l'oublier avec les idéaux de Sei, mais ça ne change rien au fait qu'ils tentent d'imposer par la force un nouveau régime politique aux autres états. De par ses actions, Kanki nous sort définitivement du schéma d'un camp du bien contre celui du mal. C'est absolument pas le propos du manga. Kanki est là pour faire comprendre aux lecteurs, mais aussi à Sei, qu'une unification par la force ne peut se faire sans massacre, c'est inévitable. Évidemment, en tant qu'humains normalement constitués, les massacres et les atrocités nous dégoûtent, mais elles nous permettent d'aborder des choses très intéressantes dans le manga. Dans l'arc de Kokuyo par exemple, au contact de l'armée de Kanki, l'unité Isshin a découvert à travers l'incident avec Bihei les valeurs que Shin souhaite transmettre à son armée. L'unité est sortie plus grande de cette crise. Ça nous a permis de voir une scène complètement folle où Shin retourne Raido et où Kyukai met son épée sous la gorge de Kanki. Grâce à ce massacre, on a vu Sei se déplacer jusqu'à Zao. En tant que lecteur, suivre tout ça, c'est du pur plaisir. Ces massacres m'ont donné encore plus de profondeur au rêve de Shin qui est de devenir un grand général sous les cieux. Au début, il voulait être un grand général parce qu'avec Hugh, il trouvait ça trop cool. Mais maintenant, il souhaite également le devenir parce que cela lui donnera l'autorité nécessaire pour empêcher d'autres massacres. À chaque crise avec Kanki, Shin et son unité en sortent plus forts et plus déterminés. En tout cas, avec Kanki, c'est la première fois que je vois un protagoniste se battre dans le même camp que le personnage le plus cruel de l'œuvre. Ça change et comme on l'a vu, ça apporte des choses très intéressantes à la narration. On va s'intéresser maintenant à la question que tout le monde se pose. Quelle est la faiblesse de Kanki? Dans cette vidéo, il n'y aura pas de spéculation, on va se baser que sur les faits et uniquement sur eux. La plupart des théories pensent que la faiblesse de Kanki vient de son armée composée de bandits qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne sont pas fiables et c'est pas faux. On peut pas faire confiance à une telle armée, mais je pense quand même que c'est vraiment quelque chose lié à Kanki lui-même. D'ailleurs, on l'a vu pendant la bataille contre Koshu, Kanki savait pertinemment que son armée fuirait. Il connaît son armée mieux que personne et il établit ses stratégies en prenant en compte toutes ses possibilités, fuites comprises. Alors sur quoi se base Riboku pour établir cette faiblesse? La première fois que Riboku commence vraiment à réfléchir sur ça, c'est pendant l'arc de la coalition, quand il apprend que le général en chef de Han, Seikai, a été tué par deux généraux de Qin, Shutu et un certain Kanki. Il dira, si les rapports sont vrais, alors j'imagine que c'est l'une des attaques surprises de Kanki, comme celle qui a tué le commandant en chef de Wei durant la bataille de Sanyu. Et il ajoutera, dans tous les cas, il va falloir se pencher minutieusement sur ces rapports. Donc les premiers indices se trouvent à la bataille de Sanyu et celle de la coalition. Qu'est-ce qu'il s'est passé à Sanyu? À deux reprises, Kanki s'est infiltré avec quelques hommes dans le QG de Genpo et ensuite le QG du commandant en chef de Wei pour les tuer. À la coalition c'est pareil, Kanki s'infiltre dans le QG de Han avec quelques hommes pour tuer avec Shutu le général en chef de Han. Avec ces deux batailles, on comprend le mode de fonctionnement de Kanki. Il vise systématiquement la tête de l'armée ennemie. Il cherche à décapiter le chef pour paralyser la chaîne de commandement. Sa stratégie est diablement efficace, mais il est également très dangereux parce qu'avec elle, il expose non seulement sa propre personne mais aussi son armée. Sa propre personne parce qu'il participe lui-même aux opérations d'infiltration et son armée parce que pendant qu'il mène ses raids, son propre QG est laissé sans défense, qui se fait souvent attaquer et détruire comme ça a été le cas à Sanyu et à la porte de Kankoku. Mais deux batailles c'est pas suffisant pour établir le mode opératoire de Kanki, ça peut être encore une coïncidence. C'est donc après la bataille de Kokuyu que Riboku déclare connaître la faiblesse de Kanki. Quelque chose dans cette bataille l'a conforté dans cette idée. Ce qui est intéressant dans cet arc, c'est que Kanki reproche à ses officiers de raisonner comme dans une armée officielle, ce qui nous laisse penser que lui continue à se battre comme avant, comme un bandit, et qu'il ne compte pas changer sa façon de faire la guerre. À Kokuyu, il va encore prendre un pari très risqué, celui de laisser le sort de cette bataille sur la pression psychologique qu'il exerce sur son adversaire. Je rappelle le contexte.
contexte. Après la mort de Keisha, Kisui prend le commandement de l'armée de Zhao. L'enjeu de la bataille était de contrôler la colline centrale. Kanki laisse Kisui prendre le contrôle de la colline centrale qui va totalement le fortifier. Pendant ce temps, Kanki fait semblant d'attaquer la ville natale de Kisui. À cet instant, la stratégie de Kanki c'est le tout ou rien. Soit Kisui cède à son chantage psychologique en abandonnant la forteresse pour sauver sa ville et ça sera alors là une victoire pour Kanki, soit il ne cède pas et alors ça sera une défaite assurée pour Kin car il serait impossible de capturer la colline maintenant qu'elle est totalement fortifiée. C'est ça le mode opératoire de Kanki, il va chercher par tous les moyens à s'attaquer physiquement ou psychologiquement à celui qui dirige l'armée en face, quitte à fragiliser sa propre armée pendant ce temps. En général, comment un stratège choisit son plan avant une bataille? Il va établir plusieurs plans et il va choisir celui qui présente le plus de chances de victoire avec le moins de risques possible. C'est ce qui est le plus logique. Mais Kanki, lui, il voit plus loin que ça. Il cherche pas simplement à remporter la victoire, il va chercher un plan qui va lui permettre de tirer le plus de bénéfices possible. Qui dit plus de bénéfices dit plus de risques. Et c'est pourquoi Kanki est capable d'obtenir des résultats bien meilleurs que les autres. Il a les couilles ou la folie, ça dépend de votre point de vue, de prendre plus de risques que n'importe qui pour remplir son objectif. Pour son plan contre Koshu, Usen disait de lui qu'il était complètement fou, que lui-même n'aurait jamais osé faire un plan aussi dangereux, aussi audacieux. Contre Koshu, Kanki a délibérément laissé son armée se faire écraser pendant plusieurs jours pour obtenir une petite opportunité de frapper directement le QG de Koshu. S'il avait échoué dans son attaque, alors son armée serait complètement battue, massacrée et traquée jusqu'au dernier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Kanki, c'est le tout ou rien. Il mise tout sur une seule attaque. C'est comme un pari. Pile, il gagne, face, il perd. Jusqu'ici, ça marche. Mais jusqu'à quand? Quel avenir pour Kanki? Évidemment, avec un tel personnage, tout est possible. Mais je vais encore une fois me baser que sur les éléments du manga pour vous partager ma théorie sur le futur de Kanki. Pour moi, c'est Shin qui va affronter et battre Kanki. Shin a promis à Mangoku qu'il ne laisserait plus Kin faire de massacre. Et pourtant, c'est ce qui s'est quand même passé sur un champ de bataille où Shin était présent. Entre la promesse non respectée faite à Mangoku, la confrontation à Kokuyu entre l'unité Isshin et Kanki et la décapitation des 100 000 soldats, tout dans la narration amène à une confrontation entre les deux personnages. Alors voilà comment je vois les choses. On l'a vu après la mort de Raido, mais Kanki à tout moment il peut péter un câble. Il a parfois des pulsions meurtrières qu'il ne peut pas contrôler. Je pense que ces pulsions vont se calmer un certain temps, mais que d'ici quelques arcs contre un autre état, ils vont reprendre le dessus. Et Kanki fera cette fois-ci le massacre de trop. Quand on sera à ce stade, l'unification aura déjà bien avancé. Et Sei enverra un grand général pour tuer définitivement Kanki. Et ce grand général sera bien évidemment Shin qui aura rejoint d'ici là le système des 6 grands généraux de Kin. Mais pour cela, il faut déjà que Kanki survive à la bataille contre Riboku et c'est pas gagné d'avance. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo sur l'un des plus grands personnages de Kingdom. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de lui, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao.